fois que vous avez déterminé vos surfaces d'influence, vous allez venir les reporter sur votre note de calcul des charges sur la poutre du sous-sol. Donc, normalement, vous avez vos charges surfaciques que vous avez déterminées dans un travail préalable en kilonewtons par mètre carré par type de surface. Et donc, dans cette note de calcul, on commence du plancher le plus haut, donc là, le plancher haut du N+4, c'est-à-dire la toiture, et on redescend jusqu'au plancher haut du N-1, donc le plancher haut du sous-sol, là où on retrouve notre poutre. Donc en plancher haut du N+4, on avait des charges permanentes de 6,30 kN par mètre carré, que je vais multiplier par la surface d'influence de la poutre, qui est donc de 21,16, qu'on retrouve donc sur robot. La surface d'influence de la poutre à linéariser sur la poutre. Donc je multiplie 6,30 kN par mètre carré par 21,16 mètres carrés. Donc j'obtiens des kilonewtons pour ma charge G, ma charge permanente. Je fais la même démarche pour Q et pour S. Et je n'oublie pas d'ajouter le poids du voile en béton armé qu'on retrouve au N+4. Donc je vais multiplier le poids volumique du béton, 25 kN par mètre cube, par le volume du voile. Pour trouver le volume du voile, je me reporte sur mon plan Revit. Je vois que j'ai un voile qui a une longueur de 3,89 m. Et je vais revenir sur la coupe que j'ai réalisée. Ce voile, il a une hauteur de 2,57 m et une épaisseur de 20 cm. Donc je peux calculer facilement le volume du voile. 3,89 fois l'épaisseur de 20 cm fois 2,57, ça me donne un volume autour de 2 m3 que je multiplie par 25 kN par mètre cube et ça me donne le poids du voile que je ne vais pas oublier d'additionner aux charges permanentes et que je vais reporter ici. J'obtiens ainsi le cumul des charges en pied du N4 et la démarche va se poursuivre. Donc au N+3 et je vais additionner au fur et à mesure. Donc là j'ai la part des charges en plancher haut du N+3 que je vais ajouter à mon cumul au N+4 pour obtenir ma descente de charge. Je continue ainsi jusqu'en plancher haut du N+1. Donc je modifie les surfaces d'influence puisqu'on avait trouvé 16,31 m² pour la poutre et j'obtiens donc le cumul total à ce niveau-là. Là ici vous noterez que j'ai calculé le volume de la poutre. Donc on a une poutre, je l'ai pas détaillé mais bon, on a une poutre avec une retombée de une hauteur de 60, donc une retombée de 37. Je vais prendre en compte ici uniquement l'épaisseur de la retombée puisque la dalle est déjà considérée dans cette partie. Donc je ne l'ai pas prise en compte puisqu'en fait dans Robot, il y a un calcul qui se fait automatiquement du poids propre de la poutre étudiée. Donc je l'ai volontairement placé à 0 ici. Voilà, et donc sur la poutre, on va donc avoir 1020 kN qui arrivent pour les charges G, donc les charges permanentes, 222 pour les charges d'exploitation et 19 kN pour les charges de neige. Ces charges-là, je vais donc les linéariser, je vais passer de kilonewton à kilonewton par mètre en divisant l'ensemble par la portée de la poutre qui est de 6,30 m. En linéarisant, j'obtiens donc ces charges-là, 162 kN par mètre pour les charges G, 35,3 kN par mètre pour les charges Q et 3 kN par mètre pour mes charges de neige. Ça, je vais bien les garder en tête pour pouvoir les saisir correctement sur Robot. Ensuite, la démarche, je vais la réitérer pour la charge que je vais appliquer en ponctuel. Donc c'est la même démarche. Je vais simplement ici venir renseigner les surfaces vertes et les murs qui sont dans l'emprise de cette surface verte que je vais saisir ici au niveau du volume. Je vais obtenir en tête de poutre, donc en charge ponctuelle à appliquer sur la poutre, une valeur de 618 kN pour les charges G, 106 kN pour les charges Q et à peu près 10 kN pour les charges de neige. Donc ça aussi, il faudra que je le renseigne sur Robot et que je précise la cotation où s'appliquent ces charges. On verra
ça par la suite. On va donc modéliser la poutre sur robot. Donc vous faites fichier, nouveau projet, vous choisissez la conception d'éléments en béton armé ici. Ensuite, on va venir ici sur éléments béton armé nouveau pour créer la poutre. Ici poutre. Et donc là, vous avez une poutre qui est proposée par le logiciel. On va venir changer ses dimensions. Dans le projet, on a une poutre qui mesure 30 par 60, donc une base de 30, une hauteur de 60. Robot nous dira si c'est suffisant. Et cette poutre, elle repose sur deux appuis, donc sur deux poteaux qui font 30 cm de largeur. Donc ça, on va pouvoir le saisir au niveau de la travée. On va venir indiquer la largeur d'appui à gauche et à droite, donc 0,30 de part et d'autre. Et la longueur centrale, ici, c'est 6,30 m. Voilà. Donc là, on a correctement paramétré les dimensions de la poutre. On va pouvoir appliquer ces paramètres. Ah mince, la travée n'a pas été modifiée, donc je change, je mets juste, voilà, 6,30 m. Ah oui, ben les appuis non plus, j'avais pas bien appliqué, c'est pour ça. Donc faites attention à bien cliquer sur appui appliquer pour que ça configure correctement votre poutre. On va venir maintenant paramétrer les armatures. Donc vous allez ici sur armature type. On va venir dans un premier temps vérifier que la géométrie de la poutre correspond bien à ce qu'on souhaite modéliser. Donc une base de 30, une hauteur de 60, une longueur totale de 6,90 m. Ensuite, on va aller voir les cadres. Donc, au niveau des cadres, vous choisissez des barres de 6 en achat 500 avec des crochets de retour à 135 degrés. Ici, vous voyez que donc l'enrobage est précisé, c'est un enrobage minimal. On ne va pas venir le modifier puisque le robot va le calculer suivant la norme de l'Eurocode 2. Ensuite, au niveau des aciers, au niveau des cadres, on va venir préciser des informations concernant la répartition des cadres. Donc vous avez ici plusieurs possibilités de répartition des cadres. Là, vous avez une répartition uniforme, une répartition ici à 3 zones, et puis deux autres possibilités de répartition. Nous, on va choisir la répartition à 3 zones, comme celle-ci, qui sera la plus couramment utilisée puisqu'elle suit le profil des efforts tranchants. On ne va pas venir toucher les paramètres d'espacement proposés par robot. De toute façon, il va les recalculer à l'issue de son calcul de béton armé. Ensuite, on va pouvoir aller sur les barres principales. On va ici de même choisir un matériau en achat 500. Vous choisissez des crochets à 135 degrés, donc des retours à 135 degrés de part et d'autre de la poutre. Ici, on va venir régler LA et LB. En fait, LA correspond à l'emplacement disponible pour l'armature, c'est-à-dire là-bas la hauteur de la poutre moins l'enrobage. On va considérer un enrobage nominal de 1,5, même si c'est un petit peu faible, de part et d'autre. Comme on a une poutre qui a une hauteur de 60, ça va nous donner LA qui vaut 0,57. Et pareil pour LB. Pour la barre supérieure, cette fois-ci, on va considérer uniquement la part qui est dans l'épaisseur de dalle. Ici, on a une dalle de 23. C'est pareil si on déduit l'enrobage. 23 moins 3 cm d'enrobage, ça va nous donner un LA de 0,20 et un LB de 0,20. Voilà, on continue. On peut valider ici, puisque ah oui, ici, barre additionnelle supérieure, on va venir proposer cette possibilité de chapeau au niveau des appuis de rive. Et là aussi, on viendra régler LA du coup à 0,20, puisqu'on est en chapeau. Et pareil pour LB au niveau de l'appui droit, on mettra 0,20 également. Pour le reste, c'est bon, on peut valider. Ici, vous allez avoir un message d'erreur, c'est normal. On n'a pas encore défini le
cas de charge et donc le robot ne peut pas correctement réaliser son calcul. Donc là c'est tout à fait normal, on va résoudre ça par la suite. Dans le ruban de droite, on va venir ici choisir les paramètres de l'étage. On va venir ici définir la classe du milieu. Donc si vous allez dans le CCTP du lot maçonnerie, pour les ouvrages isolés en béton armé qu'on retrouve en sous-sol du bâtiment B3A, on a un béton C3037, donc une résistance caractéristique du béton à 30 mégapascal, et au niveau de la classe d'exposition, on est en XC1. Voilà. Donc on va pouvoir saisir ces paramètres sous robot. Donc je choisis une classe du milieu XC1. Ici, vous pouvez définir l'âge du béton lors du premier chargement à 3 jours. Et l'âge du béton après édification de la structure, ici on peut mettre 28 jours, en supposant, pourquoi il ne veut pas 3 jours ici? On va mettre 5 jours. En supposant, oui c'est bon, avec 3 jours c'est bon. En supposant donc que les étais de séchage sont retirés après 28 jours. Au niveau de la classe de structure, vous mettez bien une classe S4, donc c'est pas la consistance du béton ici, hein, mais c'est la classe de l'ouvrage, c'est-à-dire bâtiment courant avec une durée de vie de 50 ans, c'est ce qu'on a mis ici. Voilà, ok pour les paramètres de l'étage. On va pouvoir passer à la suite avec donc les options de calcul. Donc vous allez ici sur le ruban là qu'on a à droite, cliquez sur options de calcul. On ne va pas venir modifier grand chose ici, on va juste s'assurer qu'au niveau des dispositions sismiques, le calcul des dispositions est bien absent puisque ce n'est pas au programme du BTS. Pour le reste, vous pouvez juste noter à cet endroit-là que vous avez la possibilité de modéliser donc une poutre préfabriquée avec des boucles d'ancrage. Nous, on va considérer qu'elle est coulée en place dans un premier temps. Ensuite, vous allez aller dans l'onglet béton pour choisir un béton C3037 conformément à ce qui est prévu dans le CCTP du lot maçon. Au niveau des armatures longitudinales et transversales, vous allez venir décocher les barres 32 et 40 et pareil pour les aciers transversaux. Voilà. On pourrait même, au niveau des cadres, on pourrait même en retirer d'autres. Parce que, pourquoi on les retire? Parce que ce sont des barres qui sont lourdes, difficilement manipulables sur chantier, donc on va les retirer du calcul. Alors, ensuite, on va s'intéresser aux dispositions de ferraillage que vous retrouvez dans le ruban à droite. Au niveau général, le ferraillage, si vous avez une poutre qui est constituée de plusieurs travées, on va considérer un ferraillage par travée avec des armatures discontinues par travée. Bon, dans notre cas, ça ne change pas grand-chose parce qu'on a une poutre sur 2 appuis, donc une poutre isostatique. Au niveau de l'ancrage, donc là vous voyez que vous avez un bouton ancrage ici. On va s'assurer que dans l'ancrage, la longueur du crochet est prise en compte dans la longueur d'ancrage. Voilà, surtout. Et puis on va s'assurer que nos armatures ne soient pas croisées au niveau des appuis intermédiaires. Donc c'est-à-dire pas d'armature en vis-à-vis qui se croisent. Ici, vous voyez qu'il y a une option qui est cochée, prendre en compte les tables de section en T pour le métré. En fait, les poutres, elles vont fonctionner comme une section en T en reprenant une partie de la section de la dalle. Donc on va pouvoir laisser cette option cochée. Ça va permettre d'optimiser le ferraillage de la poutre. Donc c'est intéressant. Voilà donc pour les paramètres de disposition de ferraillage. Donc on peut cliquer sur OK. Et ensuite on va pouvoir passer aux paramètres de calcul. Ici on est dans l'onglet poutre vue. On va maintenant basculer sur l'onglet poutre charge, schéma de la charge
pour définir le cas de chargement de notre poutre. Ici, on retrouve le schéma mécanique de la poutre, donc très simple, une poutre sur 2 appuis avec une portée de calcul de 6,30 m puisque la portée de calcul est prise à l'axe des porteurs. On va pouvoir définir le chargement. Ça peut être un chargement linéaire, c'est ce qu'on avait calculé à l'issue de la descente de charge sur les surfaces bleues, là dans notre cas, et une partie charge concentrée. Donc ça va être le cas de l'impact de la poutre secondaire qui va s'appliquer comme une charge concentrée sur notre poutre. Donc on va commencer par définir justement l'impact de cette poutre secondaire. Donc pour ajouter une nouvelle charge, je viens cliquer ici. Je viens définir une charge permanente qui va s'appliquer à l'abscisse 5 mètres. Si vous regardez sur le robot, vous verrez que vous êtes à peu près à 5 mètres ici. Et qui a une valeur de 618 kN. On l'ajoute ici. On vient rajouter maintenant une charge d'exploitation qui va s'appeler Q1, qui est toujours placée à 5 mètres et qui aura pour valeur 35 kN. Ajouter. Je viens maintenant rajouter la partie qui va être propre à la neige et qui va représenter... pour G, je me suis trompée. On avait donc une charge de 106 ici. Vous voyez que c'est pas très compliqué à modifier si vous avez fait une erreur. Je viens donc rajouter ma charge de neige qui a une valeur de 10 kN. Toujours à 5 mètres. Ajouter. Donc là, j'ai défini ma charge ponctuelle. Je vais maintenant aller dans l'onglet linéaire pour définir ma charge linéaire cette fois-ci. Donc vous voyez que le poids propre de la poutre est déjà pris en compte ici. Donc c'est pour ça que je l'avais retiré de la descente de charge précédemment. Donc je vais venir ajouter une charge G2 qui va correspondre aux charges permanentes linéaires. Et donc ces charges linéaires, elles se montent à une hauteur de 162 kN par mètre. Et donc elles s'appliquent sur toute la portée de la poutre. On pourra voir ici l'influence d'une charge concentrée sur une longueur réduite par rapport à la configuration de la poutre, comme je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Je n'oublie pas d'ajouter. Je viens de la même manière rajouter les charges d'exploitation pour une valeur là cette fois-ci de 35 kN par mètre. Alors, le nom n'est pas modifié, donc je vais l'appeler Q1. Ajouter. Et enfin, la charge de neige pour une altitude inférieure à 1000 mètres, et pour une valeur de 3 kN par mètre. Voilà, normalement j'ai tout défini. Alors ici, je vais juste renommer la neige. Voilà. Donc une fois que vous avez défini toutes vos charges, vous allez pouvoir, votre cas de charge, vous allez pouvoir lancer le calcul. Donc vous allez sur la partie calculatrice ici. Vous faites calculer. Calculer. Et là, vous avez un message d'erreur qui vous dit que le dimensionnement en capacité pose problème. Les cotations de la section transversale ne respectent pas les conditions réglementaires pour le cisaillement. Donc là, ça veut dire que le calcul des sections d'acier est impossible. Ça veut dire que la section de la poutre n'est pas suffisante. Donc on va venir la modifier. Donc, la poutre de 60 par 30, elle ne va pas être suffisante. Et si on regarde le plan archi, on s'aperçoit que le bureau d'études avait prévu une poutre de 70 par 80 de hauteur. Donc on va partir sur cette section-là et éventuellement tâcher de l'optimiser si on y arrive. On va donc venir modifier la section de la poutre. Donc vous retournez dans l'onglet poutre vue. Vous cliquez sur la poutre, elle doit apparaître en rouge et on va venir modifier pour passer à une base de 70 et une hauteur de 80. On n'oublie pas d'appliquer ici et on va relancer les calculs. Calculer. Là, vous voyez que la poutre a pu être calculée. Donc, un ferraillage a été déterminé. Donc là, vous voyez que le ferraillage, il est constitué de 7 par HA32, donc c'est une section assez forte.
en armature inférieure, donc c'est les armatures qui vont reprendre les sollicitations en flexion. La partie centrale de la poutre, elle va être renforcée avec, ici si je clique, 2 HA32 en lit supérieur, si je ne me trompe pas. Ici en partie supérieure, au niveau des cadres des forts tranchants, on voit qu'on a des espacements qui vont être resserrés à ce niveau-là, autour de 5 mètres, puisqu'en fait on va avoir la charge ponctuelle qui s'applique ici. Donc ça justifie des cadres resserrés. Les cadres d'ailleurs sont constitués de HA10 et on voit qu'il va nous en falloir un certain nombre. Alors, au niveau des résultats, vous obtenez les diagrammes. Donc là, vous obtenez les diagrammes en moment fléchissant. Donc là, je suis dans l'onglet diagramme. Avec en vert et en bleu, donc les moments calculés. En vert, la redistribution du moment pour équilibrer la partie moment positif et moment négatif. Donc ça, ce sera intéressant si on a une poutre continue. Dans notre cas, on ne va pas vraiment l'avoir. Et ensuite, vous allez avoir la courbe enveloppe en rouge qui représente la charge limite que peuvent reprendre les aciers. Donc il faut que notre diagramme vert soit bien compris à l'intérieur de la courbe rouge. Voilà. Donc là, pour alléger un petit peu la visibilité, vous allez pouvoir enlever la redistribution qui ne va pas être nécessaire ici puisqu'on a une poutre isostatique, et retirer également le calcul de MT. Voilà. Pareil pour les efforts tranchants, on va enlever ces deux paramètres-là. Et donc là, on voit bien que les moments vont être repris par les aciers. Et au niveau de la courbe des efforts tranchants, les cadres vont permettre également de reprendre l'effort tranchant lié à la charge ponctuelle qui s'applique autour de 5 mètres. Voilà. Voilà pour les diagrammes. Maintenant, vous obtenez également une note de calcul que je vous invite à vérifier. Donc la note de calcul, elle reprend les paramètres, par exemple la classe d'environnement de notre béton. Là, on avait mis du XC1. On doit retrouver également la classe de structure, S4. Ici, on peut aussi intervenir sur la tenue au feu. On va retrouver les caractéristiques du béton. Donc nous, on avait choisi un C3037. Et puis, tout ce qu'on a renseigné, notamment sur les chargements, avec les charges concentrées et les charges linéaires. Donc on retrouve nos 4 charges. Voilà. On peut retrouver les réactions d'appui, donc ça peut être intéressant de les récupérer, par exemple si on doit faire une descente de charge sur un poteau derrière. Et puis on retrouve les diagrammes que je viens de décrire, à l'ELU et également à l'ELS. Et enfin, en fin de note de calcul, vous retrouvez un quantitatif des aciers. Donc ça peut être intéressant de récupérer ces informations si besoin. Je vous propose maintenant de modifier le cas de chargement de façon à s'approcher un petit peu plus de ce qu'on a, c'est-à-dire, si je reprends Revit, ici on va avoir une charge concentrée sur cette zone-là, et puis une charge ponctuelle à ce niveau-là, pour voir quel impact ça peut avoir sur notre ferraillage. Comme ça vous fait un petit peu modifier. Donc je vais modifier les charges linéaires. Donc là, je vais modifier les valeurs de la charge G2 pour prendre en compte uniquement ce qui arrive au niveau du plancher haut du N1. Donc allez, je me mets sur la charge permanente. Donc moi je reprends mon petit tableau, 17 kN par mètre ici. Ensuite, sur ma charge d'exploitation, je vais avoir 5 et pour la charge de neige, je tombe à 0. Ici, 0. Modifier, est-ce que j'ai bien modifié? Non. Donc on avait dit
5,5 je crois. Modifier. Et la charge permanente, j'avais dit 17. Modifier. Vous voyez que j'ai un chargement qui est plus faible. Pour mettre en place une charge concentrée sur une longueur donnée, on va venir cliquer ici. Donc je vais créer la charge permanente sur ce cas-là. En X1, je resterai à 0 et en X2, moi j'ai trouvé 3,12 m. J'ai trouvé pour ma charge P1 en kN par mètre, je regarde, j'ai 293 kN par mètre. Ajouter. Ensuite, là vous avez le profil, le cas de charge qui vient s'ajuster. Ensuite, sur mes charges d'exploitation, toujours sur 3,12 m, je vais avoir 61 kN et 6,1 kN par mètre pour les charges de neige. Donc 61 kN par mètre pour les charges d'exploitation. Et ensuite, pour les charges de neige, on avait dit 6 kN, c'est ça? Oui. kN par mètre, bien sûr. Toujours une neige inférieure à 1000 mètres. Voilà, on va relancer les calculs, voir si la poutre en l'état, elle peut être calculée. Donc Revit arrive à la calculer. Au niveau du ferraillage, on va voir quelle incidence ça va avoir. On voit qu'on a donc toujours 7HA32. Et là, on va avoir 2HA32 et ce que j'ai pas vérifié tout à l'heure, je vois que j'ai 7HA25. Peut-être que pour mieux comprendre notre plan de ferraillage, on peut aller voir le plan d'exécution. Donc là, j'ai bien 7HA32. Ah oui. Les 7HA25, en fait, ce sont les aciers en partie supérieure de la poutre. Et je n'arrive pas bien à voir ce que j'ai en deuxième lit. J'ai l'impression que j'ai 2HA32. Donc là, il faudra modifier un petit peu le plan de ferraillage. Oui, on voit qu'au niveau du ferraillage, a priori, cette modification du cas de chargement n'a pas modifié profondément le choix d'armature. Donc c'est bien d'avoir ça en tête pour votre projet, puisque parfois, par simplicité, souci de simplicité, vous pouvez être amené à linéariser sur toute la portée de la poutre, où vous voyez ce que ça peut avoir comme influence. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les diagrammes. Donc là, on retrouve le diagramme des moments fléchissants. Alors, j'ai pas noté tout à l'heure. On voit qu'on a un moment fléchissant ici de 2032 kN par mètre. Donc, il faudrait comparer la valeur qu'on avait précédemment. Donc voilà. Une autre possibilité d'étude qui peut être intéressante, c'est la prise en compte d'une section en T avec donc une hauteur de dalle de 23. Donc là, je suis venue ici redéfinir la section. On va voir ce que ça peut avoir comme incidence. Appliquer et fermer. Donc on va utiliser la dalle de compression, la partie en compression de la dalle ici, pour améliorer le fonctionnement mécanique de la poutre. Et donc on va utiliser la compression du béton à ce niveau-là. Appliquer. Est-ce qu'il est d'accord pour appliquer ça? Ça a l'air. Et on va relancer les calculs, voir également ce que ça peut donner au niveau de notre ferraillage. Au niveau de notre moment fléchissant, il n'y a pas grand chose. Au niveau de notre ferraillage, est-ce qu'il y a eu des modifications? On est toujours sur 7HA32, donc là aussi, alors normalement ça permet d'optimiser un petit peu les choses, et 2HA32 sur le lit supérieur. Donc je vois pas grande différence, à part sur mon lit supérieur, on voit que les sections, le fait qu'on ait une table de compression, ça va permettre de diminuer les sections d'acier en partie supérieure, donc ça permet d'être peut-être plus efficace. Bon, je vous propose de vous remettre sur une section classique, appliquée, et puis de faire en dernière modification le choix d'une poutre préfabriquée.
Donc ça, c'est dans les options de calcul. Dans la partie générale, vous pouvez cocher ici poudre préfabriquée. Et puis, cliquez sur OK, relancer le calcul. Et voir ici ce que ça peut avoir comme incidence. Mais là, de nouveau, je vois que au niveau de ma section d'acier, le fait d'avoir une poudre préfabriquée ne va pas changer grand chose. Par contre, j'ai 2 encres de levage qui vont être présentes ici et ici.